Oui, merci, merci monsieur le ministre. Vous laissez sous-entendre, en fait, enfin même, vous dites clairement que finalement c'était la France qui souhaitait à tout prix un texte et quelque part c'est la France qui a impulsé le travail de l'Union européenne sur cette question de régulation des relations des travailleurs des plateformes. Mais est-ce que la France n'était pas plutôt en défense, non pas d'un texte sur les travailleurs des plateformes qu'on a aujourd'hui, mais voulait non pas une directive en tant que telle, mais une ligne directrice sous l'angle plutôt des règles de la concurrence et pas de l'article 153 du traité du TFUE, c'est-à-dire sur les droits des étrangers, les droits des travailleurs, pardon, excusez-moi, parce qu'en fait, la position de la France, si je comprends, moi, de la lecture que j'en ai eue, c'est qu'elle voulait à la fois donner le droit aux indépendants de pouvoir aborder un dialogue social sans pouvoir être accusés de déroger aux règles de la concurrence et de l'entente, et qui avait de fait une volonté finalement de permettre par le biais du dialogue social, d'éviter toute requalification salariée, tout en reconnaissant, tout en imposant qu'on était dans des relations commerciales et sans se mettre en porte-à-faux des règles commerciales. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il me semble que le 15 décembre 2021 à Strasbourg, vous êtes à l'époque, juste avant la présidente française de l'Union européenne, secrétaire d'État à l'Europe, et vous assumez d'ailleurs d'avoir un désaccord avec la proposition de la Commission européenne. Et il me semble que les travaux, enfin en tout cas la feuille de route de la Commission européenne sur une directive concernant les relations des travailleurs des plateformes est bien antérieure à la PFUE, puisque c'est Madame van der Leyen qui d'ores et déjà lançait le travail. Donc, je voudrais aussi vous interroger sur le fait que l'Union européenne, dans son étude d'impact, a d'ailleurs montré que dans une estimation qui aurait 28 millions de travailleurs de plateforme, il y en aurait au moins 5 millions qui seraient requalifiés en salariés avec la démarche de la directive présomption de salariat, et qu'il s'agirait surtout des livreurs de repas et des chauffeurs VTC. J'ai bien pris note de vos propos tout à l'heure, et vous dites qu'il faut absolument protéger les vrais indépendants et sanctionner les abus de faux indépendants. Alors, êtes-vous favorable à la requalification salariée, maintenant que vous êtes ministre des Transports, de l'ensemble des chauffeurs VTC, puisque toutes les décisions de justice attestent bien qu'ils sont dans un lien de subordination, que dans son étude d'impact, la Commission européenne dit bien qu'il faudrait les requalifier en salariés, ou bien êtes-vous en total désaccord, finalement, avec la démarche de l'Union européenne, comme vous l'avez exprimé le 15 décembre 2021 à Strasbourg. Et vous vantez, comme M. Dussopt, la démarche de la France d'instaurer un dialogue social. Est-ce qu'au nom de ce dialogue social, vous avez convoqué une réunion extraordinaire de l'ARPE pour qu'il y ait un débat dans l'ARPE, au sein de l'ARPE, assorti d'un vote sur la position que devrait défendre la France sur cette directive présomption irréfragable de salariat? Sachez que j'ai demandé à votre homologue ministre du Travail s'il avait concerté l'ensemble des organisations, les confédérations syndicales, à laquelle moi j'ai écrit et qui m'ont répondu toutes qu'en fait elles n'avaient pas été sollicitées par le gouvernement pour s'enquérir de leur position vis-à-vis de cette directive présomption de salariat. Et vous, en tant que ministre, que pensez-vous de la demande que je porte à la fois en tant avec le groupe La France Insoumise, mais toutes les composantes, tous les groupes politiques de la NUPES, qu'il y ait bien un débat assorti d'un vote à l'Assemblée nationale, au nom de l'article 50, alinéa 1 de la Constitution, concernant cette directive présomption de salariat européenne, afin qu'on sache ce que la France défend. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Il y a beaucoup de choses, et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je vais essayer d'être le plus précis possible dans mes éléments de réponse à vos différentes questions. Bon, d'abord, sur le volet européen. Je n'ai pas dit que c'était au moment de la présidence française de l'Union européenne, commencée au 1er janvier 2022, que le débat avait commencé sur la question d'une directive. En effet, cette directive, ce projet de directive avait déjà
été déposé à ce moment-là. Ce que j'ai dit, c'est qu'en revanche, dans cette perspective, notamment de la présidence française de l'Union européenne, qui était importante pour nous, mais plus largement, et en effet bien avant, je le répète, la France avait défendu, oui, l'idée qu'il y ait un texte européen sur la régulation des plateformes. Et quand je dis un texte, c'est bien un texte législatif, un texte à valeur imposée, contraignante. Ça peut être une directive ou un règlement. Je crois que nous n'avions pas formulé, à ma connaissance, une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais en revanche une préférence très claire pour l'existence d'un texte par rapport à de simples recommandations, lignes directrices, indications ou autres possibilités européennes. Ça, c'est très clair. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'auditionner le commissaire Schmitt, Nicolas Schmitt, commissaire à l'emploi. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion de lui poser cette question précise. Je ne vais pas parler à sa place, mais je crois qu'il ne démentirait pas l'engagement de la France que nous avons porté pour demander un texte européen sur le volet social. Bon, premier point. Deuxième point, sur le contenu du texte. Ce n'est pas un scoop et je l'assume parfaitement. Je ne suis plus en charge de cette négociation, mais j'ai été partie prenante des épisodes précédents, si je puis dire, comme secrétaire d'État aux affaires européennes. Oui, nous avons défendu l'idée qu'il fallait un texte européen commun, en dur, mais que la présomption généralisée de salariat n'était, selon nous, pas la voie la plus protectrice. Je ne l'ai jamais caché. Je crois que vous allez auditionner la députée européenne, Madame Leila Chaibi, qui s'est beaucoup impliquée. Je vous salue, Madame la députée européenne. Pardon, je ne savais pas que vous n'étiez dans la salle. Ça tombe bien. Je crois que vous pourriez le dire en toute transparence. Nous avons eu ces échanges en partageant l'idée, je crois, qu'il fallait une régulation et une régulation européenne. Et j'ai défendu, moi, sans le cacher, l'idée que la voie d'un cadre social ad hoc était, me semble-t-il, la meilleure voie pour avancer dans le sillage de ce que nous défendions au niveau français. C'est assez cohérent, vous en conviendrez. Ensuite, est-ce qu'il faut différencier par type de profession, puisque dans le secteur, il y a des choses différentes, des situations différentes, qu'on est livreur, je ne citerai pas de marque, mais enfin on voit bien dans nos villes, conducteur VTC, ou qu'on travaille pour d'autres plateformes. Oui, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des exigences différentes. D'ailleurs, la justice a eu à connaître de cas, notamment sur une grande plateforme bien connue, où elle a constaté que déjà dans le droit français, dans certains cas ou dans certaines conditions, étaient réunis les critères du salariat de facto. Bon. Et donc, est-ce qu'il faut prévoir, par exemple, plus en charge directement de ce dossier, mais des règles plus protectrices pour les chauffeurs VTC ou pour les livreurs, parce qu'ils sont, compte tenu de la taille des plateformes, compte tenu du développement du secteur, en général des acteurs très récurrents, très réguliers, voire complètement stables de telle ou telle plateforme, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des règles spécifiques. Je vous le dis aussi, les règles européennes, on les discute, on défend cette position d'avoir un cadre différencié et ad hoc, et comme il se doit, si la directive, quand la directive sera adoptée, ce que je souhaite et ce que le gouvernement défend, eh bien nous appliquerons les règles européennes, quelles qu'elles soient. Il y a une discussion entre le Parlement européen et le Conseil aujourd'hui. Sur la convocation de l'ARP, écoutez, il ne me semble pas que ce soit dans ce cadre-là, je n'ai pas exactement compris quelle était l'idée, mais qu'on ferait une législation. Bon, si le Parlement souhaite se saisir ou voter d'une législation, soit en transposition de la directive dans quelques mois sans doute, soit pour prendre les devants sur tel ou tel élément de régulation supplémentaire, notamment sur l'encadrement de l'indépendance ou aller un cran plus loin, ça je crois que ça ne relève pas de l'ARP, des missions de l'ARP de le définir. Les missions de l'ARP sont ciblées, limitées, elles visent à permettre le dialogue social, c'est le cadre que nous avons retenu, entre les représentants des employeurs et désormais les représentants élus des travailleurs des plateformes. Donc je crois que ce n'est pas à l'ARP de se substituer ni à une négociation européenne menée par le Parlement européen et le Conseil, ni au travail parlementaire. Et si il y a des modalités de consultation que le Parlement souhaite organiser pour nourrir ces travaux, comme cette commission et peut-être d'autres, c'est bien sûr à vous de le déterminer. Quant à l'article 50-1, c'est à la fois des choix parlementaires et gouvernementaux. Je ne suis plus en charge directement de ce dossier, donc vous permettrez que je ne préjuge pas de la position sur ce sujet, mais je crois que vous aurez l'occasion, et je ne doute pas que vous poserez la question, d'interroger la Première ministre.